Ce podcast est soutenu par Velleda, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires, un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle. Alors, je ne pouvais que souhaiter un happy birthday, un joyeux anniversaire à Velleda, qui fête ses 100 ans cette année. Et dès sa création, Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne, ainsi que ces partenariats équitables à travers le monde. Alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Écrivaine, réalisatrice, elle interroge aussi la folie du monde et nous interpelle dans son dernier film sur ce qui est plus grand que nous, Bigger Than Us, sur ce qui nous dépasse et agit à travers nous, ces énergies puissantes qui font que chacun peut faire la différence en ce monde, même tout petit, face à des géants. À travers le regard de Melati, une jeune Indonésienne qui se bat contre la pollution plastique dans son pays, nous cheminons avec une joyeuse bande de jeunes adultes très engagés qui luttent pour les droits humains, et des femmes en particulier, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation ou l'alimentation, parfois au péril de leur vie. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Flore Vasseur, évidemment. Bonjour Flore. Alors pour celles et ceux qui te connaissent peut-être un peu moins, tu as écrit et publié déjà des récits engagés, des documentaires. Comment est née chez toi cette vocation, cette révolte en fait pour défendre ce qui est opprimé, de dénoncer, de faire émerger une forme de liberté en fait? Je sais pas, certainement c'est la façon dont j'ai été élevée. Et puis la confrontation à la réalité, c'est-à-dire que j'ai grandi dans les années 70 dans un monde qui commençait à aller moins bien d'ailleurs, mais on était plein de certitudes. Donc j'ai grandi avec toutes ces certitudes sur l'Amérique, sur l'entreprise, sur ce que c'était que le progrès, sur ce que c'était que réussir sa vie. Et comme je suis bonne élève, j'ai bien comment dire, intégré tous ces dogmes. Et puis tout a complètement explosé pour moi le 11 septembre. J'étais chef d'entreprise à l'époque à New York, j'avais 24 ans. Rien qu'en le disant, je me dis mais c'est complètement fou, qu'est-ce que je faisais à 24 ans à New York en étant chef d'entreprise, mais voilà. Et j'étais sur le toit de mon bureau le 11 septembre. Donc j'ai assisté à cet événement qui marque le début de la fin, certainement. Enfin, de la fin qu'on est en train de traverser. Et là, j'ai senti, je pense que c'est de l'ordre de l'implosion interne, en fait. Puisque j'ai pas vraiment eu peur, mais j'ai surtout eu honte. Et j'ai vu tous les dogmes avec lesquels j'avais été élevée, parce que c'était la culture de l'époque, hein, j'étais une enfant de l'époque, m'exploser à la figure les uns après les autres. Donc, qu'est-ce que c'est avoir une vie réussie? Qu'est-ce que c'est le progrès, qu'est-ce que c'est l'Amérique, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce système auquel on appartient. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je me suis dit immédiatement, il faut que je comprenne d'où viennent ces bombes. Parce qu'en fait, elles viennent de nous. Et donc, j'ai arrêté ma très courte carrière de femme d'affaires et je me suis mis en quête, en fait. Et aux grandes dames de mon entourage qui comprenaient pas du tout cette espèce de retournement. Et voilà, et je suis partie à Kaboul, essayer de comprendre d'où venaient les bombes. Et ce que j'ai vu, c'est effectivement qu'on était clairement en train de les fabriquer. Puisque en allant là-bas, j'y suis allée vraiment pour me dire, il paraît qu'il faut reconstruire l'Afghanistan pour éviter que d'autres terroristes
n'ait l'envie de nous envoyer des bombes. Et effectivement, il y a un lien très fort entre injustice sociale et celle qu'on crée nous, et terrorisme. Mais là où je pensais réparer quelque chose ou contribuer à une réparation, ce que j'ai vu, c'est une gabegie en fait. Ce que j'ai vu, c'est les 80 milliards de la communauté internationale votés à l'époque, c'était en 2004, pour la reconstruction de l'Afghanistan, repartir directement dans les poches de gens comme moi, en fait, des consultants internationaux qui faisaient le tour du monde des endroits en feu dans la planète et qui étaient payés pour l'un vendre une constitution, l'autre un système d'éducation. Et en fait, il n'y avait jamais rien qui allait dans la poche des Afghans, il n'y avait jamais rien qui était relancé. On voit, malheureusement, ce qui s'est passé en août, ce qui se passe en fait en Afghanistan. Oui. Tout ça a été absolument écrit. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire et de témoigner en fait. Alors ça a pris du temps, hein, j'ai mis peut-être 4 ans à accoucher d'un premier écrit là-dessus. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est que j'en ai fait, j'ai testé le modèle en fait. On nous avait dit surperforme, je l'ai fait, et puis en fait on va dans le mur quoi. Et heureusement pour moi, je l'ai compris tôt. Et en fait, ça fait depuis ce temps-là que j'essaie de prévenir tout le monde. C'est ça. Et en prévenant tout le monde, en étant toi-même lanceuse d'alerte, tu t'es intéressée aux lanceurs d'alerte. Je pense évidemment à Edward Snowden et puis à Aaron Swartz. Oui, alors c'est vrai que ça a été un cheminement. D'abord, dans mes livres, j'ai commencé par essayer de déconstruire les dogmes avec lesquels moi j'avais grandi, donc notamment le système capitaliste, le culte de la performance, etc. Donc c'est 4 romans plutôt, 3 romans. Et puis en même temps, comme je travaillais une matière qui était quand même très très noire, parce que c'est le dessous des cartes, hein, c'est notre système de croyance, c'est la question de qui gouverne, c'est la question de nos soumissions, de nos renoncements. C'est une matière. Quand on écrit du noir, on finit par le broyer en fait. On devient très sombre soi-même. Donc j'ai eu besoin d'aller chercher la lumière et donc ceux et celles qui étaient porteuses d'un autrement. Donc il y avait les entrepreneurs, les artistes, et puis assez vite effectivement la figure du lanceur d'alerte, qui est vraiment effectivement un justicier dans l'âme. C'est une figure héroïque, éminemment romanesque, mais pas seulement en fait. Pour moi, c'est vraiment justement l'anti-compromission en fait. Et l'un amenant à l'autre, et effectivement, j'ai fini par avoir la chance de rencontrer et de réaliser un documentaire avec Edward Snowden à Moscou. Et alors, pour revenir à ton actualité, hein, qui est ce film, Bigger Than Us, je le disais en introduction, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film à la suite de tout ce parcours? Et tu parles souvent, quand on t'entend, de ton fils qui joue un rôle important finalement dans ton parcours. Mes 2 enfants, effectivement, l'idée du film m'est quasiment commandée en fait par mon fils, qui à l'âge de 7 ans, alors que je suis en train de rencontrer Edward Snowden et de me dire, avec le témoignage d'Edward Snowden, les gens vont comprendre, les gens vont bouger, les gens vont avoir envie de devenir comme lui. Et je me rends compte à ce moment-là qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Edward Snowden est tellement exceptionnel, il est tellement stellaire que, en fait, les adultes auxquels j'en parle me disent « il est formidable, t'as raison, il est stellaire, mais moi je vais pas changer parce que tu comprends, je ne suis pas comme lui ». Donc j'ai un sentiment d'impuissance totale en fait par rapport à mon travail. Et puis de l'autre côté, effectivement, mon fils qui me regarde faire me dit « mais maman, ça veut dire quoi la planète va mourir ?» Alors il le pose avec ses mots, mais en fait à 7 ans, il me parle de son éco-anxiété. Et c'est jeune hein, déjà. Hein. C'est jeune et je me rends compte que j'ai pas les mots pour être juste. J'ai rencontré Snowden, j'ai rencontré les plus grands activistes du monde, je connais le dessous des cartes, je connais ce qui tient nos chaînes en fait. Mais à mon fils, je sais pas l'expliquer parce que j'ai pas de référent pour lui. Toutes les personnes auxquelles je me réfère sont des adultes, en plus garçons, blancs, vieux. Enfin, pour lui, tout est vieux, quoi. Mais voilà. Et je me dis, si les adultes bougent pas, autant que je m'occupe de cette génération, quoi. Autant que j'essaye de parler à cette génération qui, effectivement, et là aussi, je trouve que c'est d'une injustice folle, tellement tellement stéréotypée. On lui en met tellement sur les épaules, on la juge tellement
dissèque tout le temps, comme si on avait peur de sa puissance, en fait. Et donc, je me dis, je vais répondre à la question de mon fils. Et le même jour, comme quoi parfois la vie est très, très bien faite, enfin, même toujours, je tombe sur une conférence de Melati et de sa sœur à TED. Elles ont 16 et 14 ans à l'époque. Et je me dis, je vais rencontrer ces filles parce qu'avec elles, je vais pouvoir répondre à la question de mon fils. À l'époque, je travaille pour Arte et donc je réalise un premier documentaire sur elle en allant à Bali. Et là, je tombe à la renverse parce que Melati et sa sœur sont juste incroyables, de lucidité, de sagesse, de grandeur, de générosité, de détermination. C'est la même que celle que je trouve chez Snowden, sauf que ça émane d'un corps de jeune fille métisse en plus. Donc, ça me touche parce que voilà, on sort de la parole dominante qui nous enferme en fait. Et je suis fascinée en fait par cette énergie. Et tu l'as mentionné, donc je vais en parler. À l'époque, je travaille sur le suicide d'Aaron Swartz, qui est un garçon qui, à l'âge de 14 ans, nous a prévenus de tout en fait. Concernant la façon dont la technologie évoluerait. Il avait je parle des années 2003-2004, hein, il a tout vu, tout vu. Il a prévenu tout le monde. Et il a prévenu de la façon dont les GAFA se servent, qui n'existait pas tout à fait, en tout cas pas dans ces proportions-là. Il a prévenu de la façon dont les GAFA noyauteraient la pensée et la démocratie, la liberté. Enfin voilà, on est à 2 jours du scandale Facebook. Enfin, Aaron, il l'a toujours dit, quoi. Et à force de ne pas être entendu, il s'est suicidé à l'âge de 26 ans. Et c'était vraiment un enfant qui avait cette énergie de l'enfance, là, vous savez, cette espèce d'injustice vissée au corps, qui voulait le crier à tout le monde, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour être entendu et qui ne l'était pas. Et quand j'ai vu Melati, à 16 ans, qui agissait depuis 4 ans déjà, qui en était déjà à son 3e burn-out, qui enchaînait les interviews, etc., et pour essayer de faire interdire les sacs plastiques à Bali, qui était en train de marquer des victoires, mais qu'il payait de son corps, je me suis dit, je ne veux plus que des enfants meurent à cause de ces combats, en fait. Et donc, je lui ai dit, viens, t'es trop seule. Il faut que tu comprennes que y a d'autres personnes autour du monde qui font des choses comme toi. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous vous liez entre eux, entre vous. Et voilà pourquoi on est parti faire ce film. Mais finalement, avec Edward Snowden, j'avais fait un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense que la raison pour laquelle il a accepté de me rencontrer, c'est que je ne suis pas venue seule dans ma position de journaliste ou réalisatrice toute puissante. Je suis venue accompagnée de 2 autres activistes qui, pour moi, faisaient partie de sa tribu et qui pouvaient lui apporter le supplément de force, enfin voilà, quelque chose de l'ordre de la solidarité, de l'humanité, qui faisait qu'on était dans la discussion et la rencontre et pas dans la captation d'un discours, en fait. C'est ça. D'ailleurs, tu parles de cette relation avec Melati, de cette jeune femme qui a maintenant combien, 22 ans, je crois, c'est 20 ça ans. 20 ans, hein, donc encore très jeune, évidemment. Et tu parles de cette relation un peu de sœur. Et il y a une autre sœur qui, au départ, était une histoire plutôt de maman, mais qui est devenue une espèce de sœur d'âme aussi. C'est Marion Cotillard que tu embarques à un moment dans ton histoire et qui devient coproductrice du film. Comment ça l'a touchée quand tu lui en as parlé ? On s'est rencontrés dans un endroit totalement improbable, très très loin des paillettes, des caméras, de son cadre professionnel et du mien. On était dans une retraite spirituelle finalement. Et elle était là pour se recharger, moi aussi. Et je ne sais pas te dire autre chose que ça s'est joué sur un regard en fait. Bon, bien sûr, je la connaissais, mais l'inverse était faux. Et néanmoins, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'ultra sincérité. J'étais pas là pour la séduire. Je suis pas fan. Enfin, je ne recherche pas la compagnie des célébrités, ça ne m'intéresse pas. Moi, mes héros, c'est Edward Snowden ou des gens comme ça. Enfin voilà, je suis impressionnée. Voilà, c'est ça les personnes qui m'attirent. C'est ce genre de personnes qui voilà. Mais en tout cas, a priori, Marion, j'avais enfin voilà, c'est l'une des plus belles et des meilleures actrices au monde parce que je pense qu'elle est extrêmement connectée en fait.
extrêmement, enfin voilà, reliée à une ultra sensibilité, à une énergie, et je pense qu'elle a vu qu'on était connectés à la même chose en fait. Ouais, c'est ça. Donc En c'est fait, vraiment une je ne serais rencontre. pas, Ouais. voilà, c'est une rencontre d'âme. Mm. Et puis et je sais qu'elle est, enfin elle est maman elle aussi, et je lui ai parlé de ce projet, et elle a réagi en tant que maman à ça. C'est ça. Sachant qu'on connaît ces combats qui sont les siens aussi depuis 20 ans dans le domaine de l'écologie. Et puis aussi, effectivement, quand tu dis qu'elle est reliée, on la voit très en quête de sens aussi. Ouais, exactement, qu'elle a beaucoup aimé, et qui nous relie aussi, puisque voilà, c'était un groupe organisé autour de Marc de la Ménardière, Olivier Morel, enfin voilà, tout ce groupe effectivement qui au sens propre et au sens figuré est en quête de sens. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux je l'ai fait un peu en introduction, nous faire le pitch du film, et pourquoi tu as choisi ces 7 thèmes qui sont représentés par ces 7 jeunes adultes. J'ai parlé d'une bande de jeunes, mais c'est pas une bande, ils sont pas en bande ensemble. Ils sont évidemment chacun dans leur pays et agissent. Ils ne se connaissaient pas, j'imagine, au départ. Et donc, Melati va aller rencontrer à la fois ces thématiques et puis ces jeunes adultes, qui sont déjà engagés, comme tu le disais, de longue date, et c'est ça qui est extrêmement d'ailleurs surprenant aussi. Oui, alors moi je voulais montrer que Melati, ce qu'elle me disait en fait, ce qu'elle interpellait chez moi, c'était finalement la découverte du pouvoir, de l'insoumission quelque part, de cette qu'est-ce qu'on fait quand on ne renonce pas à ces idéaux d'enfants qui sont c'est pas juste, et mais pourquoi c'est comme ça? Et en fait, c'est leur point dénominateur commun, c'est ça, c'est que ils n'ont pas négocié avec la réalité sur ce plan-là. C'est ce qui les a fait se lever très tôt, effectivement autour de l'âge de 12 ans, quasiment pour chacun d'eux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe à l'âge de 12 ans. Les psys en parleraient mieux, mais voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du point commun, en tout cas entre eux. Et moi, mon but, c'était de montrer que il y avait une forêt qui était en train de se lever, que la jeunesse n'attendait plus des institutions ou de leurs parents qu'ils agissent. Qu'il y avait un degré d'urgence tel qu'ils se levaient en fait. Et dans leur coin, sans argent, sans caméra, sans soutien, ils se levaient quoi. Et la plupart pour survivre eux-mêmes. Mais qu'avec ce geste-là, qui était un premier geste de survie, en fait, ils embarquaient plein de monde. Et ils embarquaient leur communauté. Et c'était ça qui était merveilleux. Donc on est loin de l'idéalisme, il faut que je fasse ça parce que c'est bien, parce que c'est moral, parce que voilà. Non, on est dans des récits de survie en fait. Ouais, c'est viscéral. Voilà, et avec une courbe d'apprentissage folle. Parce qu'effectivement, quelqu'un comme Mohamed, aujourd'hui à 20 ans, à 12 ans, il a créé une école à la frontière libano-syrienne où il venait d'atterrir parce qu'il était réfugié syrien. Il arrive dans un camp, les enfants sont totalement désolés, il y a rien à faire. Il tombe dans le piège en fait de ce que c'est qu'un camp. Un camp, c'est avant tout, c'est non seulement un lieu, etc., mais c'est un endroit où vous perdez vos repères spatio-temporels. Et les journées se ressemblent, il n'y a plus aucun rythme. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que vous vous réveillez 10 ans plus tard et vous n'avez pas bougé, quoi. Parce que tous les jours se ressemblent. Et en fait, il a créé une école avec les enfants du camp pour qu'ils retrouvent un rythme. Et puis, c'est devenu un endroit sûr. Et puis, c'est devenu un endroit, in fine, où ils apprenaient des choses. Mais avant tout, c'était de retrouver un rythme. Parce que sans rythme, vous n'êtes plus personne. Donc, il y a non seulement, c'est pas seulement il crée une école, c'est qu'est-ce que ça veut dire de créer une école en fait. Donc, moi, ce qui m'a fascinée dans ces rencontres et dans ces discussions que j'ai eues avec eux et que Melati a eues avec eux, c'est la façon dont ils ont
retourner un petit peu tous les attendus de l'activisme en fait. C'est une histoire de survie et je pensais vraiment que ça serait un film où on regarderait des pays en se disant ah là là ça se passe là-bas mais heureusement nous on s'en sort mieux. Chaque jour qui passe, je me dis en fait ils ont des choses à nous dire, ils sont en avance de phase sur nous parce qu'effectivement ils sont dans des pays dans lesquels les sociétés se sont déjà effondrées et donc ils ont des clés à nous passer pour savoir comment nous équiper et équiper nos enfants sur la façon dont on devient éminemment, je vais pas dire résilient, c'est un mot qui est tellement utilisé, j'ai peur de tomber dans le cliché, mais comment on tient en fait dans cette période? Tu as le sentiment que c'est particulièrement cette génération qui se lève pour changer le monde ou c'est propre à la jeunesse d'une manière générale? Je pense que ça a toujours été. Je pense qu'on a toujours eu ce moment. Enfin, toutes les générations ont traversé ce moment de la vie où le monde quelque part doit s'ouvrir ou s'ouvrirait, où vous comprenez que l'enfance est terminée, qu'il y a à construire votre vie, à faire des choix, que ce monde, je dirais pas vous appartient parce que j'aime pas cette notion d'appartenir, mais que vous faites partie d'un grand tout. Et c'est peut-être ça qu'on découvre à 12 ans, ou qu'on commence à sentir à 12 ans. Il y a aussi cette énergie et ce refus de la peur de l'enfance, ce rejet, cette résistance au regard de l'autre. Alors il est court, hein, parce que justement la société, en tout cas occidentale, est tellement faite pour que vous soyez soumis au regard de l'autre. Mais quand vous êtes au fin fond d'un village au Malawi, enfin si, il y a d'autres pressions de regard sur vous, mais c'est là aussi une manipulation en fait. Mais toujours est-il qu'il y a cette formidable énergie de l'enfance, il y a cette volonté de vivre, voilà, qui est très très prégnante. Et puis ces deux questions dont je parlais tout à l'heure, cette exclamation, c'est pas juste. Oui. Et pourquoi c'est comme ça? Et vous savez, on a tous grandi, toutes les deux grandi ici, mais nos parents, même très bien intentionnés, n'ont eu de cesse de nous dire non, mais tu comprendras plus tard. Eux, non. En fait, ils refusent ça. Et c'est cette résistance-là, en fait. Je parlais tout à l'heure de ce compromis, ce renoncement. Eux, ils n'ont jamais renoncé. Ce qui est frappant quand on les voit, et qui m'a, moi, extrêmement touchée et bouleversée dans ton film, c'est vraiment de voir à quel point il y a une forme de sagesse incarnée dans ces corps de jeunes qui ne doutent pas. J'ai pas senti véritablement de la colère ou quelque chose de l'ordre de la blessure, qui viendrait comme une forme de vengeance. Non, ils sont alignés, ils sont relativement paisibles quand même à l'intérieur d'eux et ils sont absolument déterminés, voilà, sans trop se poser de questions entre guillemets. C'est-à-dire que comme s'ils répondaient, d'où le titre certainement du film, à quelque chose de plus grand qu'eux, une injonction. D'où tout ça vient cette voilà, ce qui les dépasse, ce qui nous dépasse. Ouais, et je crois que en ayant cette trajectoire de résistance à quelque chose, à une injustice qui leur est faite, parce que leur point commun aussi, c'est que s'ils sont levés, c'est qu'il y a eu, dans tous les cas, quelque chose qui est venu les attaquer dans leur corps, dans leur chair. Ils ont résisté pour eux-mêmes, en fait. Donc ils ont dû, voilà, c'est pas venu de nulle, enfin dans un bouquin ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont dû choisir pour eux-mêmes. Et en le faisant, en fait, ils se sont projetés dans la vie. Ils sont rentrés dans une espèce d'aventure qui, quelques années plus tard, aboutit, pour la plupart d'entre eux, à des changements systémiques. Le meilleur exemple, c'est Memory Banda, qui, parce qu'elle refuse... Au Malawi. Voilà, au Malawi, qui, parce qu'elle refuse d'aller dans un camp d'initiation où vont toutes les jeunes filles à leurs premières règles au Malawi, camp dans lequel on leur apprend à devenir des bonnes
épouses et des bonnes mères. Et au nom de cette intention, qui est une tradition, il y a quelqu'un qui, le dernier soir de ce camp, vient violer toutes les fillettes, elles ont entre 11 et 13 ans. C'est un viol institutionnalisé, parce qu'elle refuse d'y aller et qu'elle est mise au banc de tout le village. Parce que, sa sœur est tombée enceinte, en fait, suite au camp, c'est ça? Voilà, elle a vu sa sœur tomber enceinte, elle dit « moi, je ne veux pas ce destin-là ». Et parce qu'elle refuse ça, 5 ans plus tard ou 7 ans plus tard, elle fait modifier la Constitution pour relever l'âge légal du mariage, parce qu'effectivement, ces traditions de camp d'initiation existent, parce que les filles sont mariées de force, parce que les familles sont tellement pauvres que l'un des revenus, c'est de marier sa fille. Et qu'une fille qui est passée par le camp est mieux valorisée, mieux payée qu'une fille qui n'est pas passée par le camp. Donc on est dans l'horreur de ce que c'est qu'une trappe de pauvreté, de ce que c'est qu'une tradition qui attaque la dignité humaine et qui piège non seulement les filles, mais tout un pays dans un syndrome de dépendance, en fait. Mais je me suis éloignée de ta question, mais une fois qu'elle a fait ça, une fois qu'elle a accepté le combat pour elle-même et qu'elle voit qu'elle entraîne tout le monde, en fait, ce combat devient sa vie, devient son identité, devient sa place. Ce qui devient magique, c'est que cette personne qui était accablée complètement dans une tragédie incroyable se retrouve force de proposition pour un tas de personnes, référent pour un tas de personnes, et ça la connecte aux autres, et ça lui donne une place, et ça la rend utile. Elle est dans une communauté qu'il aime et qu'elle aime. Tu vois, toutes ces choses-là, dans la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui donne autant ça. Qu'est-ce qui nous donne vraiment, tu vois, ce sentiment d'utilité, de sens, de place, etc. Et c'est ça qui fait que le pathos n'a pas de place, parce que de toute façon, ils ont résisté. Pour eux, c'est de l'histoire ancienne. Ce qui compte, c'est comment convaincre un maximum de gens de les rejoindre, de résister à des gouvernements corrompus, de résister à l'indifférence des adultes. Ce qui compte, c'est tenir face à toutes les autres freins au changement dans la société, voilà. Mais c'est ça qui fait que ils ont pas de pathos. Et puis il y a deux choses effectivement dans mais dans ce titre, c'est d'abord que l'ego a été mis de côté, en fait, complètement. Ils sont pas là pour eux-mêmes. Ou quand ils le sont, ça les piège, et c'est vrai pour tout le monde. Oui. Et ça pouvait être peut-être une tentation de Melati au départ, qui n'était pas vraiment dans l'ego, mais qui était tellement une star, une espèce de Greta Thunberg en Indonésie, que voilà, c'était entre guillemets une machine à combattre, quoi. Tu as raison, et c'est là où elle est aussi comme chacun de nous, en fait. C'est tentant quand tu as toutes les caméras du monde qui tout à coup viennent te demander toujours la même chose et trouvent génial la moindre chose que tu dis, de croire que tu es génial. Et c'était un danger, quelque chose qui menaçait Melati. Et je peux te dire que voilà, je pense que rencontrer Marie, Mohamed, Memory, René, Chutescal et Winnie, et que comprendre l'ampleur de ce qui se passait et combien elle pouvait avoir un rôle important, mais en même temps qui la dépasse totalement dans cette affaire, elle s'est un peu cassé les genoux, tu vois. Et là où elle est vraiment tellement admirable, c'est le courage qu'elle a mis là-dedans, c'est la remise en cause qu'elle a essayé d'opérer, c'est sa capacité à comprendre ça. Oui, c'est ça. Et mais voilà, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a. Moi, je bataille avec ça tout le temps, en fait. Donc et c'est le piège. Mais eux, effectivement, la plupart d'entre eux ont réglé ça de façon tout à fait certaine. Et l'autre chose qu'ils l'ont tous, c'est vraiment que c'est des. Je sais que sur ce podcast, je peux le dire, ils sont connectés à quelque chose, quoi, vraiment. Oui. C'est des canaux, ils canalisent quelque chose, c'est évident, auquel ils en parlent jamais, ils ne savent pas le nommer. Ils vont pas te dire, ils vont pas te poser les mots là-dessus, mais ils te parlent tous de quelque chose qui est de l'ordre de l'appel, de la reliance à quelque chose de plus grand qu'eux, qui les nourrit, qui les rassure, qui les pousse en avant, et puis surtout, parce qu'on n'en a pas parlé, et tu vois, c'est la 29e minute, qui les met dans la joie. Oui.
C'est ça qui, moi, m'a bouleversée, tu vois. C'est Mmh. pas seulement les histoires de résistance, c'est que moi, je pensais trouver le sang, la sueur et les larmes, et ce que j'ai vu, c'est la beauté et la joie. Oui, c'est ça qui ressort d'ailleurs dans ton film, c'est vraiment, ce mélange, d'ombre et de lumière, qui nous fait évidemment penser à notre dualité d'incarnation humaine. On est vraiment en plein là-dedans, avec à la fois cette grande beauté des paysages, des musiques, de leur joie, de la fougue de la jeunesse qui se sent et cette énergie, on a envie d'aller avec eux et de se lever. Et en même temps, tu as filmé aussi des choses, évidemment que c'est là, c'est extrêmement Mmh. sombre et tu les montres aussi, de manière, forte, on va dire. Ouais, j'ai essayé de pas. Oui, les décors sont sombres, hein, et magiques. Enfin voilà, que la planète est belle, quoi. Que C'est l'humanité est ça. magnifique. Enfin, Mmh. c'est. Je vais être. Je vais prendre une liberté, tu vois, ici, mais on me disait, mais pour qui tu fais ce film? Tu fais le film pour les jeunes, tu fais le film pour les activistes, tu fais le film pour les parents, les grands-parents, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais j'ai vraiment fait un film pour les extraterrestres, en fait, en Mmh. me disant, je veux que quelque part, et c'est Mohamed qui l'a compris d'ailleurs, je veux qu'un jour, peut-être quelqu'un, quelque chose, une forme d'intelligence tombe sur ces images pour savoir combien l'humanité était belle Mmh. et combien, faute d'avoir accepté sa fragilité, elle s'est enfoncée dans ce qu'on appellerait le déni et sa pulsion de mort. Mais voilà, j'avais vraiment, voilà, tu vois, vraiment envie de célébrer non seulement cette jeunesse, cette vitalité, mais aussi la beauté de ce que nous pouvons être. Mmh. C'est ça. Et beh, ça, c'est très très, très réussi parce que c'est vraiment ça qu'on ressent et je pense aussi, dans ces jeunes, souvent, ils ne portent pas qu'une seule cause en plus, hein, parce que, là, on parlait de Memory, au Malawi qui porte à la fois effectivement la cause des femmes, mais aussi tout le poids de la tradition. Et je pense à ce jeune aux États-Unis, ce jeune rappeur qui, lui, porte la cause aussi des peuples premiers, en plus de son combat contre le gaz de schiste et la pollution. Voilà, ils sont porteurs souvent de plusieurs combats. Oui, parce qu'ils ont bien compris que tout était lié. Mmh. Là, tu parles de Chute Escale, qui est effectivement amérindien et qui a grandi dans cette dans les cérémonies et dans cette tradition et dans ses apprentissages, etc. Donc lui, il est vraiment, 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 vraiment connecté. Ah oui. Et d'ailleurs, il a 18 ans et à l'époque, 20 aujourd'hui, et il t'explique en 3 phrases pourquoi on est dans le mur. Et moi, j'ai mis 20 ans à le comprendre. Ouais, la force de ce jeune, c'est Ouais, mais pas que sur ça d'ailleurs, même sur ce qui dégage, quoi. oui, et puis sur le patriarcat, sur le pouvoir des femmes, sur ce que j'ai suggéré, mais qui est pas, enfin ce que l'on a suggéré, mais qui est pas dit comme tel, c'est que il y a un désir de réconciliation de ces jeunes, y compris en eux, du masculin et du féminin, des traditions qui les ont fait naître et de cette modernité, de eux bien sûr avec la nature, de eux avec le temps, de eux avec le vivant, de eux avec les autres. Il y a vraiment cette démarche de réconciliation et qui parfois mène à la lutte parce que il faut lutter contre tout ce qui nous sépare. Et Chute Escale le fait de façon effectivement magistrale, à la fois parce que il a attendu personne pour attaquer son État, à savoir le Colorado, en justice. Ça fait 10 ans qu'il a commencé ça. Il a démarré son combat de militance à l'âge de 6 ans. Quand je le filme, il a 18 ans, ça fait 2/3 de sa vie. Ouais, c'est là où, quand tu parlais d'appel tout à l'heure, il y a vraiment quand même quelque chose de cet ordre-là, Ouais. effectivement. Ouais. Oui, tu parlais de quelque chose de viscéral. Ouais. Oui, c'est de cet ordre-là. Mmh. Et puis en même temps, il a le terreau fertile pour faire émerger ça certainement dans sa lignée, probablement. Absolument. Alors, c'est pas le cas de tous, mais Chute Escale est celui qui est le plus porté en fait. Mais il le dit sans embâche et ça n'enlève rien à tout ce qu'il fait. Mais effectivement, il grandit dans cette tradition. Il
il grandit dans cette communauté et une communauté qui compte vraiment sur lui. Et alors qu'il est chanteur de rap, qui finit un concert à 2h du matin, le lendemain, il est à la cérémonie de l'équinoxe, voilà, et il danse. Moi, je l'ai filmé 4 heures d'affilée et ça n'arrête pas, quoi. Et il est complètement dedans et il me dit, si je fais pas ça, je ne me recharge pas et je suis incapable de poursuivre les différentes actions que je mène. Donc il y a cette ouais, lui il est vraiment branché sur une prise électrique très particulière. Oui, c'est ça. Là, le film est en salle en ce moment au cinéma et je recommande vraiment vivement à celles et ceux qui nous écoutent d'y aller. En plus, c'est important de soutenir ce type de film parce qu'on sait que plus il y a de gens en salle au départ, c'est le démarrage qui compte vraiment. Donc, il faut vraiment y aller tout de suite, pas forcément attendre plusieurs mois pour y aller. Et toi, tu viens de terminer une tournée là en France, justement, des salles et de conférences autour du film. Qu'est-ce que tu as vu qui se levait suite à la projection là ? Alors j'ai vu plein de choses, mais vraiment tellement plein de choses. Je suis très émue par la réaction des plus jeunes. Donc, tu vois, de 12 à 18, je dirais, ou 20. Les voilà. ados, quoi, les teens. Ouais, vraiment. Et là, avec des paroles extrêmement fortes, extrêmement tranchées. J'ai vu une jeune fille qui, tu vois, qui a déclenché une standing ovation toute seule. Et quand tout le monde a voulu se rasseoir, elle est restée debout et on a parlé 1 heure avec elle. Elle m'a dit, mais moi, je me rasserai jamais, quoi. Ouais. Donc, il y a ce genre de choses-là. Bon, bien sûr, je pense que les personnes qui viennent en salle sont soit guidées, soit amenées, soit prêtes à recevoir le film. Donc, voilà, ça, entre guillemets, ça marche, ça fonctionne. Et derrière, j'ai un nombre incalculable de personnes qui me demandent de faire un câlin, par exemple. C'est de l'ordre de l'ultra émotionnel. Oui. Ce qui me touche beaucoup, c'est des personnes jeunes ou pas d'ailleurs qui me disent merci parce que je vais pouvoir reprendre la conversation avec mes enfants ou avec mes parents. J'ai le sentiment que on est tellement empêtré on sait tellement pas comprendre ce qui vient là. On sait tellement pas le saisir, on fait comme si ça n'existait pas. Donc ces questions-là d'injustice, d'effondrement ne sont jamais débattues en famille parce qu'on ne sait pas comment en parler et que ça tourne très très vite et je me mets dedans à la foire d'empoigne où on va se rendre coupable et on va dire mais t'as pas fait ci, pourquoi t'as pollué comme ça, etc. Et en fait le film sert d'espèce de tiers qui permet à cette conversation de reprendre où comme les persos, il est plus l'heure d'essayer de culpabiliser quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il s'agit de savoir ce qu'on fait en fait. Et la conversation, le film aide à ça. Et puis l'autre ce qui me bouleverse tout autant, en fait, c'est je vois des professeurs, mais là vraiment par lycée entier, organiser des projections avec des scolaires, parce qu'effectivement le film a eu le patronage de l'Éducation nationale, qu'on a prévu qui est difficile à obtenir. Hein. Mon distributeur jour de fête me dit qu'en 15 ans il l'a jamais eu. Donc moi j'ai l'énergie du débutant, hein, donc voilà, tout arrive. Ce qui arrive, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil, mais visiblement c'est très difficile. Et en fait, les profs s'en emparent parce que, et c'était pas un fait exprès, mais les combats du film sont des objectifs du développement durable. Et les objectifs du développement durable en France sont au programme de la 5e à la terminale. Donc en fait, c'est pour eux un énorme moyen de rendre concret des choses qui sont d'habitude de l'ordre de la statistique ou des choses désincarnées. Et c'est ça le film aussi, c'est des combats hyper incarnés, portés par des jeunes qui sont, parce qu'ils combattent ça depuis 6 à 13 ans, des experts du sujet. Je mets au défi qui que ce soit de parler avec autant de courage et de véracité d'éducation des réfugiés ou de la situation des réfugiés que Mohamed ou Marie-Fine. Voilà. Alors, oui. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous parles de Marie-Fine parce que elle aussi, elle m'a bouleversée dans son style.
complètement. Elle, on a l'impression qu'elle est habitée, encore une fois, d'une force et d'une volonté qui la dépasse complètement. Et en même temps, voilà, c'est là, c'est posé, c'est carré, et elle fonce. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Alors, Marie, là, c'est la seule vraie occidentale du film. Oui. Donc, elle est anglaise. Et à l'âge de 18 ans, quand elle a eu l'équivalent de son bac, elle est partie à Lesbos en 2015, donc, documenter ce qu'on appelait la crise des migrants, comme si c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Et donc, c'était 2015 à Lesbos. Donc, souvenez-vous des bateaux qui arrivaient, mais comme une noria voilà. Et avec cette crise humanitaire terrible. Et Marie a très vite posé sa caméra et son projet de reportage photo pour aider, parce qu'elle avait un diplôme de secouriste et de sauvetage en mer. Et elle est tombée là-dedans. Elle n'est jamais rentrée. Elle est rentrée beaucoup plus tard. Et elle est passée de mission en mission, et elle a très vite été travailler pour SOS Méditerranée, au large de la Libye, etc. Et c'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est une Européenne qui décide d'aller s'engager pour les autres, loin de chez elle. Alors que tous les autres agissent dans leur communauté, parce que ça a déjà explosé dans leur communauté. Et elle explique pourquoi elle le fait. Et je pense qu'elle est assez représentative de cette jeunesse que j'ai vue en salle, qui se dit mais moi, je vais pas passer ma vie à regarder les choses aux infos, en fait. Ouais, c'est ça. On le sent dans cette génération-là. Ouais, c'est mon monde, c'est mon histoire, c'est mon temps. Moi, je veux que ma vie soit pleine, je veux que ma vie soit riche. Et c'est vrai, on en vient au début de la discussion. Avoir une vie riche, moi, quand j'avais son âge, c'était pas les mêmes dogmes qu'aujourd'hui. Enfin, si, ils sont peut-être tenus, ces dogmes-là, mais pour plein de jeunes, ça marche plus, quoi. Ça marche plus, l'idée d'avoir les meilleures baskets, d'avoir, voilà, ce référent permanent à la consommation, etc. Il y a plein de jeunes qui comprennent que c'est un piège, en fait, qui est fait pour les désactiver. Et Marie et Mohamed, d'ailleurs, parlent très bien de cette désactivation de la jeunesse, de comment elle est prise entre plusieurs feux, de l'injonction au paraître, à la performance, les notes à l'école, tout ce dont avec quoi moi j'ai grandi, par exemple, et l'évidence que ça ne fonctionne pas et que ça rend personne heureux, à commencer par leurs parents. Donc il y a ce néant là, il y a ce vide aspirationnel qui est dangereux, parce qu'effectivement, quelles aspirations ils vont prendre ? Marie en est une, mais il y a plein de forces qui proposent autre chose aujourd'hui. C'est ça. Y compris le fanatisme, oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais il faut bien qu'on comprenne que s'il y a polarisation, c'est parce qu'il y a néant. S'il y a aspiration et comportement extrémiste, c'est parce qu'il n'y a pas de choses posées, en fait. C'est pas parce qu'il y a un vide, et que la nature, comme les humains, en ont horreur. Oui, puis parce qu'on s'est déconnecté du vivant, du sacré, etc., qui nous nourrit. C'est absolument ce que dit d'ailleurs Suteskal dans le film, et c'est pour ça que je parlais de réconciliation tout à l'heure. Oui. Lui, il explique, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est déconnecté de la nature. On ne voit plus du tout que les arbres, une plaine, une mer, un chat, c'est nous. On considère que c'est extérieur de nous, et donc on peut tout lui faire. Et ce qu'on a fait à la nature, c'est ce qu'on fait aux femmes, c'est ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on fait aux peuples qui sont moins, entre guillemets, favorisés. Enfin, cette stratégie de prédation, ce comportement de prédation et d'accaparement, il n'est pas nouveau. Il remonte à plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, on voit tous les effets secondaires, enfin, tous les effets terribles, les pervers, nuisibles. Enfin, voilà, maintenant, on peut se dire c'est loin, etc. C'est loin, c'est pas nous, c'est pas... Bah si, en fait, c'est nous. Et c'est le moment ultime, là, maintenant, oui. Tu sais, on a beaucoup dit, à juste titre, oh là là, les abeilles... il y a l'extinction des abeilles, c'est terrible, etc. C'est vrai. Et moi, je dis, aujourd'hui, il y a l'extinction de la jeunesse. Et ce processus d'extinction, il est en train d'atteindre
ce qu'il y a le plus vital chez nous, de plus fondamental, de plus vivant. Notre jeunesse, la jeunesse, nos enfants, les enfants. Enfin, pour moi, c'est ça l'urgence en fait. Donc quand tu parles de déconnexion au vivant, mais même de déconnexion, même aux êtres vivants. Enfin, il y a bien sûr les animaux, les abeilles, etc. Bien sûr, mais même entre nous en fait. On est hors sol de nous-mêmes. On est hors sol de nous-mêmes, on est l'algorithme de nous-mêmes, on est l'agent de transaction de nous-mêmes. Enfin, on est tout ce qu'on veut, mais on n'est plus, on se comporte plus en être humain vis-à-vis d'un autre être humain. Oui. D'ailleurs, il y a qu'à voir aussi quand il y a eu cette panne des réseaux récemment, ce que ça fait aux gens, ne serait-ce qu'une panne de 2 heures. C'est quand même intéressant d'observer à l'intérieur de nous, pour celles et ceux qui sont très connectés, ce que ça fait déjà. Les syndromes de dépendance et d'addiction mais tu sais, je pense que le confinement aussi a montré ça, nous a montré combien on était déconnectés de nous-mêmes, de nos familles, de nos enfants, du temps, de la nature, et aussi combien on était, et c'est malheureux, mais pour la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, totalement inutiles. Oui. Et ça, c'est un autre gros sujet du moment et un autre gros sujet de ce film. Chacun de ces personnages est vivant, enfin chacune de ces personnes est éminemment vivante parce qu'elle est utile. Tu aimes cette phrase « Je m'accomplis parce que j'accomplis ». Oui, le Bhagavad Gita. Oui, c'est l'art d'agir, c'est ce qui fait tenir, c'est ce qu'on y trouve, c'est la récompense, c'est la joie d'être en lien avec une époque, avec un milieu, avec un biotope, avec ceux et celles qui la peuplent. Et c'est vrai que la question de l'accomplissement, et qui est une question qui est jamais, enfin tu vois, c'est jamais stable, quoi. Non, parce que la vérité ne l'est pas. Ouais, peut-être. Et que c'est un rapport renouvelé chaque minute, chaque jour, tu vois. Melati, à la fin, dit finalement, il faut qu'on choisisse entre la peur et l'amour, ou la peur ou l'amour. Et ce choix, il se pose 1000 fois par jour. C'est ça. Et moi, je me dis, si sur ces 1000 fois, il y a 101 fois dans la journée où j'ai répondu l'amour, c'est une bonne journée. Enfin, c'est une journée OK, plus exactement. C'est ça qui te guide aujourd'hui, Flore ? Ce qui me guide, c'est ce que j'ai vu en salle. Ce qui me guide, c'est ces yeux rougis que j'ai vus d'enfants qui, enfin, sentaient qu'on les considérait. Enfin, sentaient que, voilà, on arrêtait de les mettre dans des positions infantiles dans lesquelles on les enfermait dans des stéréotypes du type vous êtes irresponsable, vous êtes décérébré, vous êtes déconnecté de la réalité, etc. C'est ça qui me guide, en fait. C'est ça qui me... Ça leur rend leur pouvoir aussi, d'une certaine manière. Je crois que la moindre des choses, c'est de permettre à cette énergie de vie de se déployer, en fait. C'est ça. Et que là, il faut tous qu'on ferme notre grande bouche, quoi. Et moi, la première. Et qu'on arrête de donner des leçons à cette génération sur ce qu'elle doit faire, pas faire, etc. Qu'on acte de notre responsabilité dans ce qui se passe. Et qu'on se mette en garde-fou pour que, oui, ils puissent tenter, essayer, se casser la bobine, redémarrer, etc. La maman de Chute Escale me parlait d'un concept que je connaissais pas, qui était du concept de safe. Qui est ce rappeur américain, hein, oui. je redis parce que pour nous c'est peut-être évident. Voilà, la maman de Chute Escale, qui est donc la maman de ce rappeur américain, me parlait d'un concept que je ne connaissais pas, qui était le concept de safe space, d'espace de sécurité dans lequel les idées peuvent émerger. Et en fait, on n'en a plus. Et tu parlais de Facebook, etc. tout à l'heure, mais c'est l'anti-espace de sécurité.
C'est pas du tout un endroit où tu peux expérimenter tes idées, tes ambitions, ton désir de lien, etc. C'est un espace qui est hyper normé, etc. Non, un safe space, c'est un endroit dans lequel tu peux pleurer, dire ça va pas, dire j'ai envie essayer expérimenter, redémarrer, etc. Avec de la nuance aussi. Avec de la nuance, mais avec beaucoup de bienveillance et d'amour et de compréhension pour ce qu'est précisément cet âge de l'adolescence. Oui. Je l'ai pas lu depuis récemment, mais moi, quand j'étais enfant, j'avais été éminemment marquée par le complexe du homard de Françoise Dolto, qui expliquait que, en fait, être adolescent, c'est être un homard sans carapace. Oui. Vous quittez la carapace de l'enfance, vous cherchez votre carapace d'adulte, mais entre-temps, vous êtes tout seul, en pleine mer, sans carapace. Oui. Et en t'écoutant, je repensais aussi à Maria Montessori, décidément une autre grande pédagogue qui disait à propos de l'adolescence, aidez-les à penser par eux-mêmes, parce qu'ils ont tellement ce désir d'être dans leur propre vérité, mais avec le soutien de l'adulte bienveillant autour. Oui, bah c'est peut-être ça dont me parlait la maman de Chute Escale, effectivement, de cette histoire d'espace de sécurité dans lequel on peut expérimenter son intimité. Et la première des intimités, c'est ses pensées, en fait. C'est ça. C'est sa pensée. C'est ses idées, justes ou fausses, mais voilà, de dire, bah, moi, je suis quelqu'un qui pense ça et j'ai besoin de me confronter à la réalité avec ça. Et c'est vrai que là aussi, le film n'en parle pas, et là aussi, c'est Chute Escale qui m'a tellement parlé de la façon dont les familles, notamment aux États-Unis, sont dysfonctionnelles et combien cet espace n'existe plus pour tout le monde, mais notamment pour les garçons, en fait. C'est un autre sujet, mais de la toxicité de la culture qui est projetée sur tout le monde et notamment sur les garçons, mais qui est encore une fois une espèce tout ça, ça existe parce que c'est éminemment profitable au système. Oui, bien sûr. C'est une garantie que le truc ne va pas changer. Qu'est-ce que ça a changé aussi chez toi d'ailleurs, Flore, là? Est-ce que ça a réparé quelque chose? Parce que c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure et puis tu l'as dit à plusieurs reprises à propos d'Edward Snowden notamment. Tu disais finalement parfois je me demande si ça a servi à grand-chose parce que rien n'a changé. Je sais pas, je crois que je mourrai avec cette insatisfaction. Ce que ça a changé, c'est que je me sens moi-même moins seule. Je me sens certainement plus utile. J'ai découvert la beauté, alors avec eux, mais aussi l'image, la musique, tu en as parlé. Je crois que j'ai découvert aussi d'autres moyens pour moi de me connecter à quelque chose de plus grand que moi, qui était probablement sous-jacent. Jusque-là, j'avais que l'écriture. Et je peux rentrer dans des transes incroyables quand je me mets à écrire, mais c'est rare. Ce film, c'est 3 ans de transe, en fait. Je te le disais en off, mais le moment le plus difficile est maintenant, parce que y a plus rien à créer, en fait. Faut lâcher et puis espérer que ça parle à un maximum de personnes. Et effectivement, c'est une espèce de bouteille à la mer, de bouteille à l'univers. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer la bouteille. C'est ça. Voilà. Bah en tout cas, c'est une belle conclusion. Merci infiniment, Flore Vasseur. Je rappelle que tu signes ton premier documentaire au cinéma, Bigger Than Us, qui est actuellement en tournée dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Alors, pour le soutenir, je disais tout à l'heure, courez le voir, allez le voir vraiment maintenant en salle. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site du film, biggerthanus.film, qui est plein de ressources. Vous l'avez très bien pensé, que ce soit pour les professeurs, les éducateurs, les écoles, les élèves, voilà, tout à chacun. Il trouvera des ressources pour se relier, pour mettre en place des actions. Tu veux nous en parler un petit peu aussi du site? Oui, on a toujours su que ce film, ça serait bien plus qu'un film, en fait, que ça serait une grande aventure. Alors, on l'a vécu comme ça en le faisant. Mais aussi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un film de cette ambition-là, avec cette émotion-là, et laisser les gens tout seuls à la sortie. Alors, on a accompagné un certain nombre de séances, mais heureusement, on les fait pas toutes. Et donc, ce site, c'est un site maison pour que les gens puissent atterrir et revenir
et voilà, et prolonger l'expérience du site. Alors, on n'est pas tous au même point dans l'expérience et dans notre comment dire, cheminement et notre capacité à s'engager. Mais il y a des personnes qui sont prêtes, et dans ce cas-là, elles vont trouver des noms d'associations par combat, qui sont des associations avec lesquelles nous on travaille, avec lesquelles elles peuvent entrer en contact, des cartographies pour voir qui bouge autour de chez eux. Mais il y a effectivement un énorme travail pour les profs, parce ce film est un outil pédagogique. Et puis, il y a un podcast en 7 épisodes, il y a bien sûr la bande originale, tout pour se lier avec chacun des personnages, les soutenir eux-mêmes. Ils ont des besoins assez spécifiques, rentrer en contact avec eux. Et puis, bien sûr, le making-of du film, etc., etc. Mais c'est surtout, c'est vraiment pensé comme une maison. Tout est en licence libre quasiment. Tout est gratuit. On retient, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Enfin, voilà, c'est vraiment, on restitue... je crois que le but pour nous, c'était d'être utile dans tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a remis à disposition toute la matière qu'on avait. Écoute, c'est super. Donc, je redis aux auditrices et aux éditeurs de Métamorphose, qui sont vraiment des fidèles, qui adorent ces sujets-là et qui sont toujours de très bonne volonté pour suivre nos recommandations, aller voir, acquérir des livres qui sont engageants et qui peuvent aussi changer, faire bouger les lignes. Donc là, vraiment, ce film... c'est le cas, donc allez-y. Merci infiniment, Flore Vasseur. Et puis, j'espère à bientôt. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par Velleda, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires, un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle. Alors, je ne pouvais que souhaiter un happy birthday, un joyeux anniversaire à Velleda, qui fête ses 100 ans cette année. Et dès sa création, Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne, ainsi que ces partenariats équitables à travers le monde. Alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose.